Dans cette vidéo, je vais vous dire 6 choses qui changeraient dans votre vécu de citoyen si vous viviez dans un pays qui connaît le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Premièrement, vous constateriez que vous votez beaucoup plus souvent pour décider sur des sujets que pour élire des représentants. Si je prends l'exemple de la Suisse, je vais me limiter au niveau fédéral en oubliant les niveaux cantonaux et communaux. Eh bien, il y a 4 journées de votation par an, une journée tous les 3 mois. Et puis les élections fédérales, elles ont lieu une fois tous les 4 ans. Donc vous voyez qu'en 4 ans, il y a 4 fois 4, 16 journées de votation. Et puis il y en a une seule qui est consacrée à élire des représentants. Les 15 autres, c'est pour décider sur des sujets. Donc vous auriez beaucoup plus le sentiment d'être des citoyens plutôt que des sujets entre deux élections, puisqu'entre deux élections, vous décideriez souvent sur des sujets. Deuxième point, il est plus facile de voter sur un sujet que d'élire un représentant. Parce que quand vous élisez un représentant, eh bien, pour commencer, il y a tout son programme, et là, il y a beaucoup de sujets, et puis il y a les autres candidats qui ont aussi leur programme, mais il y a beaucoup de sujets un peu pour toutes ces candidatures. Et en plus, il faut évaluer la personnalité des candidats et se demander par exemple est-ce qu'ils sont du genre à tenir leurs promesses ou pas. Donc beaucoup de sujets, plus les questions de personnalité de candidats, c'est relativement compliqué quand on compare avec voter sur un sujet, avec bien, il y a eu les débats qui précèdent, et même si dans une journée de votation, admettons que vous avez 3 sujets, eh bien ça reste quand même relativement simple. Comparé à une élection, vous avez 3 sujets qui ont été précédés de débats. Et, et voilà, donc c'est quand on vous dit que le peuple est capable d'élire des représentants mais pas capable de voter sur des sujets, c'est faux parce qu'en réalité, c'est plus simple de voter sur des sujets que d'élire des représentants. Un troisième point, c'est que c'est pas le même muscle qui est utilisé pour voter sur des sujets que pour élire des représentants. Je m'explique. Le... Quand vous votez sur des sujets, vous êtes en mode résolution pragmatique de problèmes. Alors que quand vous élisez des représentants, vous avez beaucoup plus tendance à être dans le mode fan club d'un candidat ou d'un parti. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'idéologie qui entre en jeu lorsqu'il s'agit de voter sur un sujet, mais c'est encore beaucoup plus fort quand il s'agit d'élire un représentant. Donc, une attitude beaucoup plus saine, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus liée à la résolution de problèmes et qui fait fonctionner ce muscle que vous utilisez aussi dans votre vie professionnelle, par exemple, quand il faut résoudre des problèmes ou dans votre vie privée. Quatrième point concerne les clivages. Ça se présente tout à fait différemment lorsqu'il s'agit de votation sur des sujets que d'élire des représentants. Lorsque vous élisez des représentants, eh bien, c'est toujours le même clivage qui se creuse élection après élection entre, par exemple, la gauche et la droite. Et ben, peut-être que de temps en temps c'est la gauche qui gagne et de temps en temps c'est la droite qui gagne, mais c'est toujours le même clivage qui est creusé en séparant ces deux catégories de la population. Tandis que quand vous votez sur des sujets, eh bien, ça dépend du sujet. Il va y avoir des sujets où le clivage, il est gauche-droite aussi. Et il va y avoir des sujets où c'est plutôt un clivage ville-campagne, ou bien jeune-vieux. Ou sur d'autres sujets, ça sera peut-être homme-femme. Ou, ou, en Suisse, par exemple, ça peut être francophone, germanophone. Donc, vous avez des clivages qui dépendent du sujet. Ça me paraît beaucoup plus sain que d'avoir constamment le même clivage qui est réactivé. Et pour votre vécu personnel, ça va rendre votre identification politique beaucoup plus fluide parce que peut-être que vous n'êtes pas spécialement proche d'un parti,
Et puis, eh ben, quand vous devez élire, vous allez bien devoir, par exemple la présidentielle en France, vous allez bien devoir élire pour un candidat, pour un parti. Et c'est très sommaire, donc c'est pour celui-là ou pour l'autre. Tandis que le fait de voter sur beaucoup de sujets, ça vous permet de panacher, c'est-à-dire que vous votez comme vous pensez, et puis il se peut que sur certains sujets, ça soit plutôt proche de certains partis, et sur d'autres sujets, plutôt proche d'autres partis. Donc ça vous donne une identification partisane beaucoup plus fluide. Enfin, ça vous permet surtout d'exprimer une identification partisane beaucoup plus fluide, qui correspond beaucoup plus à ce que vous ressentez. Et même des personnes qui sont très proches d'un parti, à moins qu'elles aient été vraiment 100% formatées, elles vont pas nécessairement être d'accord avec 100% des thèses de ce parti. Et donc même ces personnes, de temps en temps, eh bien, elles vont voter sur un sujet donné, là, différemment que la recommandation de leur parti. Et ça me paraît aussi très sain. C'est aussi une façon de rompre ces clivages au niveau personnel. Et puis ça rend aussi plus difficile de diaboliser l'adversaire, l'autre camp, quand de temps en temps, en fait, on vote comme l'autre camp. Cinquième point, c'est l'aspect éducation populaire. C'est-à-dire qu'en suivant ces débats pour pouvoir voter en connaissance de cause sur des sujets, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et c'est une éducation populaire absolument fantastique parce qu'elle fait vraiment participer l'ensemble des citoyens et pas des citoyens qui doivent décider sur un sujet. Donc ils sont particulièrement motivés à comprendre de quoi il en retourne, puisque c'est pas juste pour la culture générale, disons, c'est pour décider concrètement sur un texte précis. Donc évidemment, le RIC n'est pas là pour faire de l'éducation populaire, mais pour décider, c'est ça l'objectif premier du RIC, mais ça a un effet secondaire très positif en termes d'éducation populaire, pour vous personnellement, mais aussi ensuite collectivement, parce que ça signifie que en moyenne, le citoyen moyen, disons, il aura beaucoup de votations à son compteur. Imaginez par exemple qu'il y ait une dizaine de votations par an, eh bien en 10 ans ça fait 100 votations. Si vous avez là, vous commencez à voter à 18 ans, disons 30 ans plus tard, à 48 ans, vous avez déjà 30 années de votation. Disons à 10 votations par année, ça vous fait 300. Même si vous allez voter une fois sur deux, ça vous fait 150 votations au compteur. Donc vous voyez que ça signifie aussi que la collectivité, enfin l'ensemble des citoyens, est particulièrement bien informé. Et ça, c'est utile évidemment pour voter sur les sujets, mais aussi ça donne un niveau de sophistication plus élevé quand il s'agit d'élire des représentants, parce que aussi là, quand vous devez regarder les programmes, c'est des citoyens plus avertis qui regardent les programmes. Donc il y a aussi un gain ensuite au niveau de l'élection. Et puis j'arrive maintenant au sixième, au dernier point que je voulais soulever aujourd'hui, c'est concernant les manifestations. Donc si vous êtes dans un pays comme en France, le seul pouvoir que vous avez entre deux élections, c'est de manifester, puisque vous ne pouvez pas décider sur des sujets. Évidemment, si vous pouviez décider sur des sujets, ce serait différent. Les manifestations peuvent rester utiles, ça peut aussi être un moment convivial pour faire connaître ses préoccupations, mais c'est plus indispensable, c'est plus l'unique façon d'essayer de se faire entendre. Et ce RIC est très supérieur et beaucoup plus efficient que les manifestations pour deux raisons. Premièrement, le signal est bien plus clair, c'est-à-dire vous avez une votation, ensuite on voit
quelle est la proportion des citoyens qui a voté pour ou qui a voté contre le texte proposé. Tandis que quand vous avez des gens dans la rue, vous ne savez pas tellement si c'est une petite minorité très active ou si ça reflète vraiment une revendication de la majorité. Si par exemple disons qu'un beau dimanche, il y a 1 million de personnes dans les rues de France qui répètent le même slogan, est-ce que le gouvernement devrait satisfaire à cette revendication? 1 million, c'est énorme, hein. C'est très rare qu'il y ait 1 million de manifestants le même jour. Mais dans ce cas-là, est-ce que le gouvernement devrait satisfaire cette revendication? Eh bien, pas nécessairement, parce qu'il y a beaucoup plus qu'1 million de citoyens en France, et il se peut tout à fait que ce million soit une minorité très bruyante, mais que ça ne reflète pas du tout la volonté de la majorité. Donc le signal indiqué par les manifestations est très imprécis, disons. Et par ailleurs, le coût pour émettre ce signal très imprécis, ce coût, il est très élevé. Parce que il est très élevé en termes de violence. Vous avez d'une part les violences policières, je pense là par exemple aux éborgnés, aux gilets jaunes pacifiques qui ont été éborgnés. Euh, et il y a aussi les violences des manifestants. Donc des deux côtés, il peut y avoir des violences. Et on se dit que c'est un peu étrange. Si je prends l'exemple des Gilets jaunes, il s'agissait d'une taxe sur l'essence. Si vous aviez le RIC, eh bien, vous auriez simplement pu réunir des signatures. Et si vous avez réuni le nombre requis de signatures dans les délais impartis, eh bien, votre opposition à cette augmentation de la taxe sur l'essence aurait été soumise en votation populaire, et puis c'était le peuple qui décide. Donc très simple, très efficient, etc. Et à la place de ça, c'est quoi? C'est des manifestations avec de la violence, avec des éborgnés, avec des mains arrachées. Voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est que même s'il n'y avait pas de violence, disons dans le cas même idéal où il n'y avait de violence ni de la part des manifestants ni de la part de la police, qu'est-ce qui se passe? Vous faites votre manifestation une fois pour énoncer vos revendications, et si le gouvernement ne les entend pas, qu'est-ce que vous faites? Donc, soit vous renoncez, soit vous continuez et vous répétez systématiquement, semaine après semaine, les manifestations jusqu'à ce que vous êtes entendu. Mais, mais le gouvernement peut toujours ne pas vous entendre, et donc ce que vous êtes conduit à faire, c'est à essayer de faire pression sur le gouvernement. Mais vous ne pouvez pas directement faire pression sur le gouvernement. Tout ce que vous pouvez faire, c'est indirectement. C'est-à-dire, vous pouvez bloquer les rues semaine après semaine, et puis ça commence à, passez-moi l'expression, mais ça commence à emmerder vos concitoyens. Vous pouvez bloquer le métro, vous pouvez faire des grèves, vous pouvez emmerder suffisamment vos concitoyens, espérer que vos concitoyens vous considérez que vous n'êtes pas responsable de ces emmerdements, mais que les responsables, bien que c'est vous qui les causiez directement, mais que le responsable, c'est le fait que le gouvernement refuse de céder à vos demandes. Et puis qu'au bout d'un moment, ça fasse d'une façon ou d'une autre pression sur le gouvernement s'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont énervés. Donc, c'est un système relativement diabolique où votre seul moyen de faire pression sur le gouvernement, c'est d'emmerder vos concitoyens. Finalement, ça, c'est du pain béni pour le pouvoir. Donc, vous voyez, les manifestations, c'est un système dont le signal est vraiment très imprécis et qui est extrêmement coûteux. C'est quelque chose de pas du tout efficient. Voilà, donc ça, c'était au fond les 6 points que je voulais signaler. Dans votre vécu de citoyen, si vous aviez le RIC,
Maintenant, il y en a d'autres, parce que là, je me suis concentré sur les votations. Évidemment que vous pourriez aussi lancer des référendums d'initiative citoyenne, où vous pourriez signer des... Quand d'autres ont lancé des référendums d'initiative citoyenne, il y a un moment où ils doivent récolter le nombre requis de signatures dans les délais impartis, et là, vous pourriez signer ces référendums, ces demandes de référendum. Donc il y a encore d'autres activités dont je n'ai pas parlé parce que je me suis finalement centré sur le moment de la votation. J'ai aussi négligé le fait que les votations qui ont réellement lieu, ce n'est que le sommet de l'iceberg, parce qu'il y a tous les autres sujets sur lesquels les élus, le gouvernement ou le Parlement se seront dit oui, là, si je vais trop loin dans cette direction, je risque d'avoir une demande de référendum qui passe et que ça finit devant en votation populaire et que ce soit refusé. Donc les élus vont anticiper le risque que leur projet finisse en votation populaire et essayer de faire en sorte qu'ils correspondent assez à la volonté populaire pour que, idéalement, il n'y ait même pas une demande de référendum, et puis que s'il y a effectivement un référendum, se mettre en situation de pouvoir le gagner. Donc il y a cette partie vraiment importante qu'on ne voit pas si on se concentre uniquement sur les journées de votation, qui sont tous ces sujets sur lesquels il n'y a pas eu la votation, mais qui ont été traités par les élus de façon très différente parce qu'ils craignaient la possibilité d'une votation. Et puis, un dernier point que je n'ai pas parlé, c'est le fait que, évidemment, que si les décisions sont prises par les gens, ça risque de mieux correspondre à ce que souhaitent les gens que si c'est pris par Jupiter. Donc là, je me suis concentré au fond sur votre vécu de citoyen, sans trop regarder la qualité des décisions qui est prise, enfin, si ça correspond à vos préférences. Et il y a évidemment toutes les raisons de penser que si plus le peuple a de pouvoir, et en particulier si le peuple décide sur des sujets, ça va correspondre euh, plus vraisemblablement aux souhaits, aux préférences du peuple que si c'est simplement une élite très vite déconnectée qui décide. Je dis très vite déconnectée parce que même en Suisse, où en principe les élus sont très connectés avec la population parce qu'ils savent que c'est toujours la population qui a le dernier mot, et bien même dans ce cas-là, il y a un certain déconnect qui existe et qui se manifeste par le fait que il y a des fois où les élus, la proposition qu'ils ont faite, elle est refusée par le peuple, ce qui montre bien qu'il y avait un disconnect. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous inspire à instaurer le RIC dans votre pays. Pour la France, il y a un moment particulièrement crucial qui vient, c'est la présidentielle 2022. Et là, il y a un mouvement démocrate, c'est le mouvement Espoiric 2022, qui lance une candidature dont le rôle est, dont l'objectif, dont l'unique objectif est justement d'instaurer le RIC. En fait, pas n'importe quel RIC, le RIC constituant, celui qui permet à des citoyens de modifier la Constitution, c'est-à-dire le RIC constituant qui permet d'obtenir tous les autres RIC et devenir tout ce que le peuple voudra ensuite. Il pourra l'obtenir grâce à ce RIC constituant. Donc, une candidature à soutenir en France.